Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. À la une de cette actualité, ce jeudi 7 mai 2026, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le ministre des Affaires économiques et du développement de la République islamique de Mauritanie. À la veille du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, prévu le 19 mai prochain, le football congolais reste dans l'expectative. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la dissolution de la commission électorale indépendante. C'était tout pour les titres, à présent le détail. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience ce jeudi 7 mai 2026 à sa résidence de Plateau M. Abdallahi Souleymane Cheikh Sidibia, ministre des Affaires économiques et du développement de la République islamique de Mauritanie. Suivez. Le ministre des Affaires économiques et du développement de la République islamique de Mauritanie, Abdallahi Souleymane Cheikh Sidibia, est venu traduire l'amitié du président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Porteur d'un message, il est venu magnifier l'excellence des relations qui existent entre son pays et le Congo. J'ai eu l'honneur, le grand honneur et l'immense plaisir de rencontrer en audience Monsieur le Président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, auquel j'ai remis un message de son frère et ami, son Excellence Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie. Ce message a trait aux excellentes relations qui unissent nos deux pays et qui sont très anciennes. Comme vous le savez, des relations historiques, des relations aussi au sein de l'Afrique, de l'Union africaine et au sein de toutes les organisations internationales. Un autre point non moins important abordé au cours de cette audience, c'est la candidature de la Mauritanienne Koumba Ba au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, candidature à laquelle la République islamique de la Mauritanie sollicite le soutien de la République du Congo. Notre candidate à la francophonie a le profil idéal pour occuper ce poste. Non seulement elle est docteur de l'université, mais elle a occupé pendant une vingtaine d'années des postes extrêmement importants au sein de la haute administration mauritanienne, en étant conseillère à la présidence, mais en étant également ministre pendant plus de 10 ans. Et donc, par conséquent, elle connaît les rouages à la fois de l'administration, de la politique, mais aussi elle connaît très bien la scène internationale parce que tout dernièrement, elle était envoyée spéciale avec rang ministériel de notre président, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour la francophonie. Donc c'est la candidate idéale pour pouvoir donner cette image que nous voulons donner de l'Afrique, cette image à la fois de modernité et d'enracinement, et cette image également de rayonnement de notre continent et de présence sur la scène internationale. Le Congo et la Mauritanie, deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis plusieurs années, entendent les raffermir davantage, a dit Abdallahi Souleymane Cheikh Sidibia, qui se réjouit des contacts permanents entre les deux dirigeants, Denis Sassou Nguesso et Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Au Congo, obtenir un passeport est devenu pour plusieurs personnes un véritable parcours de combattant. Face aux nombreuses plaintes liées aux lenteurs administratives, aux dépenses excessives et aux pratiques dénoncées dans le système, Jean Olusegun Ondai a décidé de hausser le temps dès sa prise de fonction, promettant de mettre fin aux dérives qui entourent la délivrance de ce document officiel. Michel Opakwele Bonel Missier pour ce reportage. Devenu un véritable casse-tête pour la population congolaise, le passeport, pourtant considéré comme un droit fondamental pour chaque citoyen, tend aujourd'hui à devenir un document de luxe pour de nombreux Congolais. Entre dépenses excessives, lenteurs administratives et délais interminables, obtenir ce document relève désormais d'un parcours du combattant qui suscite incompréhension et colère au sein de la population.
Dès sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Jean Olesongo a décidé de frapper fort face à cette problématique devenue récurrente. Le ministre a clairement affiché sa volonté de voir le passeport cesser d'être un privilège réservé à une minorité ou un document inaccessible pour les citoyens aux revenus modestes. Il faut travailler également à ce que le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe. Sous mon magistère, chaque agent, à quelque niveau que ce soit, devra travailler, devra veiller à ce que son comportement soit en conformité avec les principes et les lois établies. Connu pour sa rigueur et sa détermination à mener à bien ses missions, le ministre a mis les cartes sur table en dénonçant publiquement les fléaux qui gangrènent le système de délivrance des passeports, parmi eux la lenteur administrative, la tracasserie et les réseaux de corruption qui compliquent davantage les démarches des usagers. Je suis allergique à la paresse et à la nonchalance dans l'exécution des tâches assignées. Je suis allergique. Je suis allergique au déficit de collaboration entre les cadres et surtout au manque d'initiative. Je suis allergique. Je suis allergique à la désobéissance et au manque de respect envers l'autorité établie. Je suis allergique. Je suis allergique à l'insécurité envers les populations et les paisibles citoyens. Enfin, je suis allergique à toutes sortes d'antivaleurs. À travers cette sortie, le ministre Jean Olesongo envoie un signal fort à l'administration et aux citoyens. Au-delà des discours, la population attend désormais des réformes concrètes capables de restaurer la transparence, réduire les délais et garantir un accès équitable au passeport pour tous les Congolais. L'automédication, une pratique de plus en plus courante portée par facteurs économiques, l'accessibilité limitée aux structures de santé et la banalisation de certains médicaments sont l'objet de ce reportage de Bonel Missier et Welcome Ayonde. Définie comme l'utilisation des médicaments sur prescription d'un professionnel de santé, l'automédication prend de plus en plus d'ampleur à Brazzaville. Souvent aperçue comme une solution rapide et économique, cette pratique cache les risques graves pour la santé. Les conseils que je peux donner, allez-y voir un médecin, allez-y à l'hôpital faire les examens. Parce que toute fièvre n'est pas normale. S'il y a persistance de la fièvre, c'est qu'il y a un problème qui est là. Donc, il faudrait faire un examen. C'est à travers l'examen qui va signifier qu'est-ce que vous allez prendre. Parce qu'on peut aller chez un manamanganga, il va vous donner un produit, mais est-ce que le produit-là va vous guérir? Non. Donc, c'est pas bien de faire l'automédication. Il faut aller voir un médecin. Parce que quand tu pars pour acheter les médicaments là-bas, eux, ils n'ont pas appris à l'école. S'il est là, s'il constate que l'enfant fait la fièvre, de mieux de venir à l'hôpital. La nuit, là, tu peux donner le paracétamol, mais tu connais pas, mais viens à l'hôpital le plus proche. Les conséquences de l'automédication sont alarmantes, qui peuvent entraîner des intoxications, des allergies sévères ou aggraver des maladies telles que les maladies chroniques, le gros cœur et bien d'autres. Si l'automédication semble répondre à un besoin immédiat, elle constitue une menace silencieuse pour la santé publique. Seul un recours responsable aux soins médicaux et une sensibilisation accrue peuvent réduire ces dangers. L'actualité en rappel, c'est aussi le coup d'envoi des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique et professionnel. Session du 5 mai 2026 a été lancée au lycée technique Jean Mabiala de Dolizy par le préfet du département Micheline Ngessimi. C'est un reportage de Josephat Dekosa. C'est à 8h30 que Micheline Ngessimi, préfet du département du Niari, a donné le top départ des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique et professionnel, session du 5 mai 2026 au lycée technique Jean Mabiala de Dolizy, en présence du délégué national, de la directrice départementale de l'enseignement technique et professionnel du Niari, ainsi que de bien d'autres autorités départementales. Micheline Ngessimi a exhorté les candidats au baccalauréat technique et professionnel à plus de concentration afin d'aborder cette épreuve en toute sérénité. Juste un petit mot.
c'est vous demander de vous concentrer sur votre épreuve. C'est une épreuve comme toute autre épreuve d'un examen d'État. Et donc, c'est pour vous dire que c'est parti déjà. L'année scolaire tend vers sa fin. Et donc, le temps n'est plus aux réseaux sociaux, le temps n'est plus au téléphone, le temps n'est plus pour les filles aux séries de novelas. Le temps est maintenant de se concentrer parce que c'est parti déjà. Là, c'est les portes de l'université qui sont ouvertes pour vous. Et donc, concentrez-vous. N'ayez pas peur, ne stressez pas. Faites comme vous avez l'habitude de faire, comme vous avez vu aussi les premiers élèves qui sont passés ici faire, qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'université. Au total, 300 candidats en lice répartis dans 2 centres à Dolisie affrontent ces épreuves sur un enchaînement composé de 4 épreuves combinées, la course de vitesse sur 50 mètres, le slalom avec ballon de football, le triple saut et la gymnastique. Abordé après la démonstration de l'enchaînement, Vincent Bakissi, premier élève à ouvrir le bal sur toutes ces disciplines, nous dit ce qui suit. C'était pas trop facile, mais j'ai pu quand même réussir à courir. Et là, vraiment, je suis un peu essoufflé. À cause du saut en longueur qui m'a pris beaucoup d'énergie. Il y a eu la première chose, la course de vitesse. Il fallait au moins courir pendant 50 mètres. Et après arriver au slalom, il fallait slalomer entre les panneaux avec le ballon et tirer. J'ai pu marquer les 2 paniers, les 2 plutôt. Et maintenant, il fallait contourner pour faire le saut en longueur. Oui, je suis sûr. Parce que en arrivant à la fosse, la dame m'a dit que c'était bien. Donc je crois au moins avoir bien couru. Et déjà, j'ai marqué les 2 paniers. Les 2 tirs plutôt, donc ça va déjà. Signalons que ces épreuves d'éducation physique et sportive annoncent déjà les couleurs des épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel qui se dérouleront du 2 au 6 juin 2026. Autre chose à présent, situé dans le 6e arrondissement à Mongompuku et à quelques encablures de la maison commune de cet arrondissement, le marché de fortune, dit marché terre jaune, est plongé depuis de nombreuses années dans un état insalubre qui inquiète tout tant les commerçants que les consommateurs. C'est un reportage constat de Prince Charlie Achikaya. Érigé depuis plus d'une quinzaine d'années sur cette avenue qui cohabite avec ce ravin, le marché de fortune de terre jaune a subi les affres du temps, du manque d'entretien et d'une pression démographique croissante. Devenues trop exiguës, les vendeuses de ce marché partagent leur quotidien entre insalubrité et maladie. Les étals mal adaptés, d'autres à même le sol, laissent transparaître une insalubrité alarmante. Fruit sans nul doute de l'incivisme des populations environnantes. Leur seul souhait serait de bénéficier du nouveau programme de gouvernance du chef de l'État accélérant la marche vers le développement. Certainement que celui-ci passe aussi par la modernisation de ces marchés de fortune, comme le souligne cette vendeuse. Il s'est de rappeler que ce marché de fortune dessert les populations des quartiers périphériques de Mongompuku, Tibala, Louvouechi et Luango. Face à l'engorgement et au manque d'espace pour accueillir de nouveaux commerçants, la nécessité de construire des infrastructures semi-modernes est pressante. Cela permettra non seulement de désengorger le marché central de Njinji, mais aussi de redonner à la ville le lustre qu'elle mérite. La santé économique et sociale du marché de fortune de terre jaune en dépend. Dans les rues de Brazzaville, un danger quotidien et souvent invisible guette les passants. Les caniveaux à ciel ouvert, ces fossés de drainage essentiels pour l'évacuation des eaux de pluie se transforment en pièges mortels lorsqu'ils sont mal entretenus. Ce reportage constat est de Bonel Missier et Elie Eliumsa.
Conçus pour évacuer les eaux usées et pluviales, les caniveaux de la capitale congolaise se transforment progressivement en fossés dangereux à ciel ouvert. Enfants, motocyclistes et simples piétons y sont quotidiennement confrontés, au péril de leur sécurité. Sur le terrain, le constat est alarmant. Les caniveaux non couverts ou dégradés sont devenus le théâtre d'accidents répétés. Chutes, blessures et parfois drames surviennent, particulièrement en saison de pluie, lorsque l'eau masque les dangers. Dans plusieurs quartiers, notamment au Plateau et Mungali, ces ouvrages longent les routes et les habitations sans protection adéquate. Pensés à l'origine comme des infrastructures d'assainissement, ils apparaissent aujourd'hui comme de véritables barrières, mais des pièges qui mettent en péril la vie des milliers de Congolais. Dans les grandes villes, dans les zones urbaines, selon les normes techniques du bâtiment ou des travaux publics, les ouvrages qui sont les ouvrages d'assainissement doivent avoir des protections. Parce que, à défaut de ne pas avoir de protection, vous avez vu, il y a déjà les ordures qui sont en train de boucher. Maintenant, quand il va pleuvoir, l'eau ne va pas pouvoir passer et puis il y aura de l'eau un peu partout sur la chaussée. Face à cette situation, la population appelle à une réaction urgente des autorités. Couvrir, réhabiliter et entretenir ces caniveaux devient une nécessité pour éviter de nouveaux drames. Parce que quand c'est ouvert, quelqu'un qui, s'il y a par exemple les coupures d'électricité fréquentes, les délestages de façon fréquente, ça peut faire en sorte que quelqu'un qui ne voit pas, ils peuvent tomber dans les caniveaux. Et ça peut entraîner la mort, des blessures et beaucoup d'autres choses. Les caniveaux de Brazzaville ne doivent plus être ces cicatrices urbaines. Derrière chaque fissure, c'est une vie qui peut basculer. L'urgence n'est plus à constater, mais à agir. En sport, dans ce journal, à l'approche du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 prévu le 19 mai prochain, le football congolais reste dans l'expectative. Et pour cause, le silence de la tutelle et paralysie administrative. Qui pour faire avec les Diables Rouges lors de ces éliminatoires? Élément de réponse avec Prince Charlie Chikaya. Le compte à rebours est lancé. Mais le chronomètre de la Fédération congolaise de football paraît bloqué, alors que la CAF s'apprête à sceller le destin des nations africaines pour l'édition 2027. Le Congo, lui, brille par sa léthargie administrative. Fabrizio Cezana, pompier de service après le manque de résultats d'Isaac Ngata, continue néanmoins jusqu'à ce jour d'assurer un intérim qui s'éternise, faute de décision officielle. Aussi, aucun appel à candidature à ce poste n'a été lancé, certainement à cause de ce feuilleton qui perdure entre les deux entités majeures du football congolais. Le parfum de la discorde entre fédération et ministère trouvera peut-être apaisement à l'issue du séjour de travail des membres de la FIFA à Brazzaville, qui certainement aboutira à des solutions palliatives. Notons que les Diables Rouges du Congo auront l'obligation de se racheter après toutes ces déroutes enregistrées ces dernières années. Mais peut-on sérieusement préparer une campagne de qualification sans un patron aux manettes? Et à l'étranger, au Tchad, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national après l'attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram hier mercredi qui a tué 2 généraux dans la région du lac Tchad. Suivez. L'état-major général des armées informe le plus... Au Tchad, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national après l'attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram mercredi qui a tué 2 généraux dans la région du lac Tchad. Les drapeaux seront mis en berne et toutes les activités festives sont interdites dans tout le pays. Le Tchad veut ainsi honorer la mémoire des victimes qualifiées de martyrs. Lundi déjà, 24 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées parmi les militaires lors d'une attaque contre la base militaire de Barka-Tolorom. En octobre 2024, une attaque de Boko Haram contre une base militaire dans le bassin du lac Tchad avait fait environ 40 morts parmi les soldats tchadiens. En 2025, l'armée tchadienne avait affirmé que le groupe djihadiste n'avait plus d'ancrage sur son territoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi la dissolution de la commission électorale indépendante, invoquant les critiques récurrentes dont l'organe faisait l'objet concernant sa gestion des scrutins. Suivez.
Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la dissolution de la commission électorale indépendante, invoquant les critiques récurrentes dont l'organe faisait l'objet concernant sa gestion des scrutins. Les autorités ivoiriennes soulignent en guise d'exemple l'élection présidentielle d'octobre 2025 contestée par l'opposition. Le pays annonce une réflexion pour la mise en place d'un mécanisme permettant d'assurer de manière durable l'organisation des élections pacifiques. Mais des voix dénoncent une décision prise sans l'aval du Parlement. L'opposition de son côté a déjà appelé à un dialogue inclusif sur la mise en place du futur organe, elle qui a toujours contesté l'indépendance de la désormais ex-commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo et Tidjam Thiam n'ont pas encore réagi à cette annonce. Les deux principales figures de l'opposition ivoirienne avaient été exclues du dernier scrutin présidentiel remporté par Alassane Ouattara. Et enfin, lors d'une conférence de presse, les forces armées maliennes ont dénoncé une tentative d'assassinat savamment orchestrée visant les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, Assimi Goïta. Suivez. Au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Bamako, l'armée malienne est revenue sur les attaques terroristes du 25 avril dernier qui ont coûté la vie au général Sadio Kamara, numéro 2 du régime militaire. Il s'agissait selon elle d'une tentative d'assassinat contre les plus hautes autorités du pays. Le funeste projet, savamment orchestré, avait pour but d'attenter à la vie de nos autorités. C'est pourquoi les terroristes avaient à leur actif plusieurs véhicules kamikazes. Un deuxième véhicule kamikaze qui était cette fois-ci destiné à la résidence du chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le traitement médiatique de cette actualité a conduit les autorités du Burkina Faso à suspendre la diffusion de TV5 Monde. Le Conseil supérieur de la communication accuse la chaîne française de s'être rendue complice d'apologie d'actes terroristes et d'entreprises de déstabilisation des institutions maliennes. Dans les rues de Ouagadougou, certains habitants soutiennent cette décision. On ne peut pas laisser ceux-là qui encouragent le terrorisme à diffuser leur émission au Burkina Faso. Ils vont vraiment décourager ceux-là même qui se battent pour que la paix revienne au Burkina Faso. Personnellement, je ne suis plus ces chaînes. Il y a une certaine condescendance dans leur façon de traiter l'information. C'est un peu comme si nous, on n'avait pas la conscience nécessaire en fait pour savoir ce qui était bien ou mal pour nous. Reporters sans frontières a dénoncé une interdiction fondée sur des éléments opaques qui restreint un peu plus l'espace informationnel dans ce pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais retenez, le plus grand secret, c'est donc la réussite. Bon, tu des programmes sur DBT+, sur la chaîne du moment ensemble. Merci.